Je pense qu'à un moment donné, quand on est devant son écran, on fait quelque chose et on se dit: «En fait, qu'est-ce que je fais là, quoi?» C'est là où il faut provoquer le changement. Il faut pas attendre qu'il vienne à toi, faut provoquer le changement, il faut faire quelque chose, il faut prendre une décision. Il y a rien à attendre. Mais c'est un métier vraiment de l'ombre. Mon objectif, c'est que l'athlète puisse être tout seul, en autonomie, gérer ses problèmes, ses challenges, ses moments inconfortables grâce au travail qu'on a fait ensemble et son travail d'entraînement mental. Bonjour Benjamin, Bonjour. et je suis ravie de t'accueillir ici sur le podcast Ma Révolution Pro pour parler de ta reconversion. Est-ce que tu peux nous dire quelle est l'activité que tu fais aujourd'hui? Mon métier d'aujourd'hui, je suis préparateur mental, d'athlètes de haut niveau. Donc les athlètes que j'accompagne sont professionnels, olympiques. J'ai aussi accompagné des athlètes, des para-athlètes et la plupart, représentent leur pays au niveau international. Donc, on parle d'une douzaine de nationalités et une douzaine de sports différents. Ça consiste en quoi exactement la préparation mentale? Alors, c'est le travail sur les habilités mentales de la personne, mais bon, pour ici, c'est de l'athlète, dans un objectif final d'amélioration de la performance ici sportif. Pour faire très, très court, ça c'est la définition. Après, ça va mon travail en fait, il va y avoir beaucoup de verbalisation. On va beaucoup discuter, se poser les bonnes questions, comprendre les choses, pourquoi on fait les choses et évidemment, il y a aussi un entraînement mental. Donc moi, mon objectif, c'est de donner, à l'athlète, coacher, enseigner à l'athlète des nouveaux outils. Donc c'est des outils qui peuvent venir, de la neurolinguistique, du yoga, de la relaxation, de la méditation, de la respiration, de la visualisation, de l'écrit, plein, plein de choses pour que, l'athlète puisse vraiment, lorsqu'il sera confronté à des défis mentaux ou autres, qu'il puisse utiliser ces outils, en autonomie pour faire face à ces challenges et pour que sa performance, ne soit pas, dérangée par ces défis-là et qu'il continue à performer comme il le souhaite. Voilà un petit peu en quelques mots ce que c'est la préparation mentale. Hmm. Mais alors tu faisais pas du tout ça avant? Pas du tout, aucun rapport. Je viens pas du tout de ce monde-là. Ouais, tu viens de quel monde alors? Alors, je viens plutôt du monde, corporate. J'ai fait, classe préparatoire, business school, enfin, école de commerce, et j'ai eu différents métiers, heu, beaucoup dans la tech. J'ai travaillé pour, Google, plutôt pour faire simple dans, le management de projet, quand je vivais à Dublin en Irlande. Pendant 2 ans, j'ai travaillé pour Google. Ensuite, encore dans la tech, j'ai travaillé pour TripAdvisor pendant 4 ans, mais là, dans la partie commerciale. Ensuite, j'ai managé des équipes commerciales, de 10 à 15 personnes, de personnes allant de 25 à 55 ans, et des équipes internationales. J'ai continué à faire ça ensuite quand je suis rentré à Paris, dans une autre, entreprise française, toujours en tant que, manager commercial. Donc la plupart de mon expérience pro, c'est vraiment en entreprise, dans la partie commerciale, dans la tech et j'ai eu une expérience un peu différente quand je suis parti vivre, au Vietnam, où j'ai été, chasseur de tête. Pendant à peu près presque 1 an, j'ai travaillé pour une agence de recrutement international et là, mon métier, c'était être, chasseur de tête sur le marché vietnamien. Voilà un peu ce que j'ai fait avant. Donc aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui. Ouais, comment t'en es arrivé à aller au Vietnam finalement chasseur de tête sur le marché vietnamien? Parce que là aussi c'était déjà, j'ai l'impression, une première reconversion, non? Hem, alors c'était un moyen pour moi, d'aller au Vietnam. En fait, j'ai toujours voulu, hem, avoir cette expérience de vivre en Asie du Sud-Est et au même moment où j'ai commencé ce projet dans la préparation mentale et ben au même moment, je me suis dit: «Voilà, j'ai envie de faire toujours j'ai envie de faire ce que j'ai toujours voulu envie de faire. Comment je peux aller en Asie?» Et donc j'ai reconnecté avec des anciens, amis d'école de commerce et cetera. On m'a partagé cette opportunité de travailler,
voilà, dans cette agence de recrutement. Et pour moi, je me suis dit, voilà, c'est un moyen pour moi d'y être. C'était pas une ambition professionnelle, parce que je commençais en même temps à côté de mon travail, la préparation mentale. Mais voilà un petit peu comment ça s'est fait. Et donc, au même moment où je commençais mon diplôme en préparation mentale, eh ben, au même moment, je faisais mon visa pour partir vivre au Vietnam. Et ça, je l'ai fait à peu près pendant un peu moins d'1 an. Mmh. Comment elle est venue alors cette envie de devenir préparateur mental? Alors, bah, ça vient de mon expérience de vie un petit peu. Donc, il y a la première partie en entreprise. Donc, évidemment, j'en suis venu à manager des personnes. Et quand tu manages des gens, des personnes, il y a beaucoup de coaching, de management, de leadership. Il y a beaucoup d'aspects humains. Et j'ai aussi un autre passé, c'est un peu dans le sport, mais dans le sport amateur, en fait. J'ai commencé très jeune, à peu près vers 20 ans, à entraîner des équipes de football. Donc, je l'ai fait au niveau universitaire en France. Je l'ai fait au niveau universitaire aux États-Unis, quand je suis parti étudier là-bas. Je l'ai fait en Irlande, aussi au niveau universitaire. Et puis, j'ai entraîné au niveau amateur et semi-professionnel en Irlande, troisième division irlandaise. Donc, j'ai entraîné des centaines de joueurs de, de différents pays, différents âges, différents milieux sociaux. Et en fait, ben, quand j'ai découvert l'existence de ce métier de préparateur mental pour athlètes, en fait, je me suis rendu compte que c'est toujours ce que j'avais essayé de faire avec les gens. Tu vois, moi, par exemple, quand je manageais des commerciaux, ben, mes plus grandes réussites, c'était pas de vendre tel produit à tel client, c'était vraiment d'accompagner ces commerciaux à grandir, voilà, qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Moi, j'étais le plus heureux quand j'avais un commercial qui avait sa promotion ou qui vraiment améliorait ses résultats. C'était faire avancer les gens, les aider à trouver leur potentiel, à ce que leurs objectifs soient en accord avec leur attitude, avec leurs moyens de communiquer. Et en fait, je faisais ça avec les moyens du bord, avec ce que j'avais à l'époque comme outil. Et donc, du coup, quand j'ai découvert ce métier-là, l'existence de ce métier, pour moi, ça a été comme une vocation, un appel. Et je me suis dit, mais c'est ça que je dois faire. C'est ça, c'est là où je dois aller. Donc, ça a commencé vraiment comme ça. Mmh. Ouais, une forme de révélation, j'ai l'impression Ouais, dans une la façon sorte dont tu le décris. de truc sur la tête. Oh, oh, et je me suis dit: «Bah, c'est une révélation. C'est ça, au moins je voulais essayer» et voilà où j'en Ouais. suis aujourd'hui. Et comment tu l'as découvert? À quelle occasion? J'ai pas vraiment de moment, je crois c'est parce que je suis un passionné de sport de haut niveau. J'ai été aux Jeux olympiques à Londres en 2012. J'ai été aux Jeux olympiques à Rio en 2016. Évidemment, là j'étais à Paris. Hem Je crois c'est par les lectures, parce qu'évidemment je suis les athlètes, je suis le monde du sport, les lectures, voir des documentaires et en fait j'avais découvert cet homme-là qui s'appelle, bon aujourd'hui il est très connu, mais ça fait un moment que je le suis, qui s'appelle Thomas Samut et qui, bah, tout le monde l'a découvert avec Léon Marchand, puisque c'est le préparateur mental de Léon Marchand. Mais en fait, ça fait des années, ça fait une quinzaine d'années qu'il est préparateur mental. Il a commencé avec le Cercle des nageurs de Marseille. Il entraîne maintenant, il est dans le football. Maintenant, c'est le préparateur mental de l'équipe de France féminine de football. Donc en fait, j'ai découvert ce gars-là, j'ai un peu lu, et ça m'a beaucoup plu. Et ça a commencé comme ça. Mmh. Et par rapport à ton métier, là où tu manageais des commerciaux, ça te plaisait encore ou comment? Ou est-ce qu'il y a des choses déjà qui te manquaient? Euh, donc, ce qui me plaisait plus dans mon métier à l'époque, en fait, je m'ennuyais. Je commençais à m'ennuyer dans mon métier. Hem et hem et je suis arrivé à ce moment-là où, bah, je trouvais vraiment plus de sens par rapport à ce que je faisais. Évidemment, j'ai toujours voulu être, professionnel dans mon travail, atteindre mes objectifs commerciaux, même au-delà des atteintes.
mais en fait, je trouvais plus de but, j'avais plus envie de faire ça tous les jours. Et puis, par exemple, tu vois, les produits, commerciaux que vendaient les commerciaux que je manageais, bah, c'était la même chose que je vendais 4 ans auparavant. Donc je pense qu'il y avait cette redondance, qui m'ennuyait, forcément. Et donc je me suis rendu compte, voilà, j'ai pas envie de faire ça demain, j'ai pas envie de faire ça maintenant, j'ai pas envie de continuer à faire ça, dans quelques mois ni quelques années. Et c'est là où je me suis dit, je pense qu'à un moment donné, quand on est devant son écran, on fait quelque chose et on se dit: «Mais en fait, qu'est-ce que je fais là, quoi?» C'est là où il faut provoquer le changement. Il faut pas attendre qu'il vienne à toi, faut provoquer le changement, faut faire quelque chose, faut prendre une décision. Et et tu vois, c'est là le piège. C'est comme quand tu es dans, tu sais, des sables mouvants et tu descends dans le sable, et ce qui est naturel, c'est de se dire: «Non, non, mais là, je suis trop profondément dans le sable. Mieux vaut que je fasse rien, que je bouge pas, tout va bien parce que si je fais quelque chose, je vais avoir des problèmes». Et moi, je pense totalement l'inverse. Quand tu es là-dedans, tu penses que tu es dans ce sable mouvant, il faut bouger. Il faut vraiment faire quelque chose pour changer les choses. Et c'est là où j'ai pris cette décision, j'ai eu cette curiosité, de au moins m'intéresser à la préparation mentale, au début en tout cas. Mmh. Quelles ont été justement alors les étapes de ta reconversion? Hem, c'est vraiment en lien avec ta question précédente. Hem Donc je disais, quand tu sens que voilà, tu es pas très heureux, tu es pas, accompli et que tu as besoin de changement, je pense qu'au départ, tu es pas obligé de tout changer, de tout faire, de faire la révolution, tu vois, professionnelle. Il faut y aller étape par étape. Donc moi, ce que j'ai fait, au départ, c'est que je me suis dit: «Je vais avoir quelque chose à côté de mon travail». J'ai pas tout claqué, au revoir tout le monde. J'ai À côté de mon travail, je passais mon diplôme de préparation mentale. Je faisais en même temps mon visa pour aller au Vietnam. Je suis parti au Vietnam et j'avais un métier, d'entreprise. J'allais au bureau, je rencontrais des clients, et à côté, tu vois, j'avais des journées très longues parce que, j'allais au travail, je revenais à 5 heures, je prenais mon petit sac à dos, j'allais dans un café vietnamien et je travaillais jusqu'à minuit mon projet à côté. Et je faisais ça plusieurs fois par semaine, le week-end. Donc l'étape, déjà, c'était d'avoir tu sais, comme une sorte de hobby. Évidemment, moi, mon hobby au départ, il était gratuit au début, mais après il est vite devenu, rémunéré. Mais déjà, c'était l'étape à avoir quelque chose à côté qui me passionne, pour retrouver du sens, de l'excitation. Parce que tu faisais quoi dans ce café, pardon, de 5 heures à 20 heures? Tu suivais une formation Je travaillais sur ma formation. Je travaillais pour préparer les sessions pour les tout premiers athlètes que j'avais. Je lisais beaucoup. Les réseaux sociaux, je construisais mon contenu sur Instagram, sur LinkedIn. J'essayais de networker, j'envoyais des messages, je prospectais pour envoyer, évidemment, comme, je suis parti de zéro, j'envoyais des messages à des athlètes. J'ai d'ailleurs, la plupart du temps, on ne me répondait pas, mais c'est pas grave. Toute ma carrière, je l'ai fait en commercial. Si on ne te répond pas, c'est pas grave, next. Donc voilà ce que je faisais. Je construisais mon projet à côté de mon travail, et puis j'essayais, voilà, petit à petit, d'avoir un peu plus d'athlètes, de passer mon diplôme, de me former, et par la suite, j'ai aussi passé, d'autres, certifications, d'autres diplômes. Donc j'ai passé, pendant que j'avais mon métier aussi, j'ai passé un diplôme en neurolinguistique, en programme neurolinguistique. Exactement, en PNL. J'ai passé une certification en méditation de pleine conscience. J'ai un diplôme ou un certificat de secouriste en santé mentale. Donc voilà, tout ça, je l'ai fait en ayant un métier à côté. Et puis, un de ces quatre, à un moment donné, j'ai pris la décision de me lancer à 100%. Mmh. Alors, on va revenir sur toutes ces choses-là, en détail, parce qu'aujourd'hui, il existe des formations pour préparer spécifiquement, au métier de préparateur mental? Ouais. Donc aujourd'hui, en tout cas en France, c'est pas encore un métier qui est cadré par l'État avec des règles précises, et cetera. Donc aujourd'hui, vraiment tout le monde
peut rentrer dans ce monde-là. Ce qui est totalement différent des pays anglo-saxons, États-Unis, Canada, où ça fait des années qu'il y a des diplômes universitaires de partout. Nous, c'est très différent, c'est assez nouveau. Donc, principalement, c'est des établissements privés qui quand même te donnent. Le mien, par exemple, j'ai le tampon du ministère du Travail, mais c'est des établissements, des écoles privées en préparation mentale pour la plupart. Mais il existe en France, moi je ne suis pas passé par là, mais je crois qu'il y a deux, trois diplômes universitaires en psychologie du sport ou en préparation mentale. Ou en préparation mentale pour la haute performance. Je crois qu'il y en a un à Lille, un à Clermont-Ferrand et peut-être ailleurs. Mais un petit peu, voilà comment ça fonctionne en France. Et je ressens aussi, moi de mon côté, c'est vraiment que j'ai pris le train, je pense au bon moment, mais c'est vrai que tu vois, il y a un, il y a un effet Jeux Olympiques. Je pense que tu vois sur les 2 derniers mois, je pense qu'il y a une dizaine de personnes qui m'ont trouvé sur LinkedIn, la plupart qui m'ont contacté parce que Léon Marchand, Thomas Samut, Jeux Olympiques, préparation mentale, et c'est bon aussi pour mon métier, pour moi, hein, mais on a beaucoup parlé de la santé mentale des athlètes, de leur préparation mentale, et du coup, on me contacte beaucoup pour me poser ces questions, tu vois. Ouais, je suis pas du tout étonnée en effet. Mais du coup, toi, tu as choisi quoi comme type de for tu as est-ce que tu peux nous partager la formation que toi tu as Ouais, suivie? bien sûr. Moi, du coup, j'ai fait la formation qui a été créée par ce même Thomas Samut. J'ai été formé par ses collaborateurs qui s'appelle Mental Formation, aussi simple que ça. Et je crois comme la plupart aussi des écoles, eux, une, euh, ils ont deux types de formation. Il y a la formation en présentiel. Moi, je pouvais pas parce que je partais au Vietnam, j'avais besoin de flexibilité. Et ils ont une autre que j'ai fait où ça dure 6 7 mois. C'est en e-learning. Et j'ai fait en e-learning plus des vidéo calls de temps en temps avec les formateurs. C'est cette option-là que moi j'ai choisie. Mmh. Et ce que j'entends dans ce que tu disais, c'est que tu as aussi ressenti le besoin, en plus ou en parallèle, de te former à d'autres outils finalement, de PNL, de méditation? Complètement, complètement. En fait, ce métier-là, souvent, on va te former, on va te donner des bases de plein de petites choses. De bases de neurolinguistique, d'hypnose, de sophrologie, évidemment comment travailler sur les croyances. On va te donner certaines techniques de méditation. On va te donner pour la plupart un petit peu de tout. Et ensuite, c'est à toi de voir ce que tu apprécies, à quoi tu crois vraiment, si tu veux travailler plutôt sur la partie conscience ou l'inconscient, et par rapport à ce qui te plaît, ce que tu aimes faire, et ce que tu veux aussi, tu veux un petit peu aller plus loin, bah, c'est à toi de choisir. Vraiment en autodidacte, d'aller, choisir, à quoi tu veux te former, et je pense que c'est sans fin. Le cerveau, c'est passionnant, c'est sans fin. Tu vois, moi, en ce moment, je m'intéresse beaucoup au langage non verbal parce que je commence à travailler avec, des, escrimeurs professionnels, des joueurs de squash et cetera. C'est des sports de combat où c'est du un contre un. Donc c'est extrêmement intéressant ce qu'on peut faire, comment on peut travailler sur le langage non verbal. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir ce que je peux lire, quel type de formation existe. Voilà un petit peu comment ça marche ce métier-là, je pense. Ouais, ça me fait beaucoup penser à ma formation de coaching où, de la même façon, c'était très généraliste avec plein d'outils, mais assez survolés. Et puis derrière, moi aussi, je suis allée me former à pas mal de choses, PNL aussi, hypnose aussi, enfin, pas mal de choses aussi derrière. Donc, tu dis pendant 1 an, finalement, tu as fait les deux, en bossant énormément, finalement. Ah ouais, mais quand tu es Ouais. passionné, il y a pas de limite, quoi. Mm. Qu'est-ce qui te faisait le plus peur dans cette reconversion? C'est, quand c'est encore, une question que je me pose aujourd'hui, hein, c'est quand je vais pouvoir vivre hem, confortablement, de ce métier-là, de manière convenable, confortable. Quand j'aurai, les rentrées, que j'avais auparavant. C'est de l'incontrôlable ça. Évidemment, nos doutes, nos soucis sont souvent on se fait des histoires sur ce que je peux pas contrôler. Donc, c'est vraiment,
Tout le reste, partir de zéro, et cetera, bon, c'est pas grave. J'ai confiance, j'avais confiance. Mais c'est vraiment ça, la question que je me posais. Je me la pose de moins en moins parce que je vois que je progresse, mais c'était vraiment le gros doute parce que je savais, je sais que ça va fonctionner. J'ai cette croyance indéboulonnable. C'est comme ça, je l'ai, c'est génial. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est quand bah, je vais pouvoir vivre à ce niveau-là, comme avant. Dans 6 mois, dans un an et demi, il est là l'incontrôlable. Et c'est ça qui peut faire un peu peur. Mmh. Mais donc pendant 1 an, tu as cumulé les 2, mais ça veut dire que quand même, à bout d'un moment, tu as fini par lâcher ce cordon de sécurité que tu avais maintenu? Totalement, totalement. À quel moment tu l'as lâché? Bah, en fait, j'ai commencé avril, enfin, petit historique. J'ai commencé avril 2023 cette formation. Et pendant un an, bah, je faisais ça à côté. Mais tu vois, l'idée que j'avais, c'était sans pression, tranquille. Euh, et peut-être, si ça fonctionne bien, peut-être un de ces quatre, un jour, dans quelques années, j'en ferai mon métier. C'était pas prévu que ça soit que un an. Mais c'est vrai que je m'étais donné quand même des grandes ambitions en termes de niveau d'athlète que je souhaitais accompagner et d'objectifs que je voulais atteindre. Et donc un an après, mars 2024, j'étais encore au Vietnam depuis à peu près 8 mois. Et c'est seulement là où j'ai décidé de démissionner et de me lancer à 100% dans la préparation mentale. Et donc il y a eu plusieurs éléments un peu déclencheurs. Déjà, le métier que je faisais m'intéressait de moins en moins. Je revoyais les signes que j'avais de mes précédents jobs. Euh, Deuxièmement, bah, ma passion pour la préparation mentale grandissait. J'avais de plus en plus d'athlètes. Je n'avais pas des 1000 et des 100, mais ça progressait. En tout cas, je voyais de la progression. Et surtout, je voyais clairement qu'il y avait des résultats. Il y avait des résultats. J'avais des retours très positifs des athlètes en termes de ressenti, parfois même en termes de performance. Et du coup, ils étaient satisfaits. Euh, et, euh, et, et- et je me suis posé la question aussi, en fin de compte, pourquoi attendre? On se pose souvent cette question-là, pourquoi attendre? Et je me suis dit, pourquoi attendre? Attendre quoi? La réponse, elle était très simple. Il y a rien à attendre. Moi, le risque, c'était justement d'attendre. C'était la passivité. Le risque, c'était de ne pas y mettre toute mon énergie là, tout de suite. Et du coup, avec tous ces éléments-là, c'est là où je me suis dit, ben, let's go. Je me suis lancé à 100%. Mmh. Quelle était ta situation, personnelle, familiale à ce moment-là? En solo, pas de, pas d'enfant, pas de compagne, pas d'hypothèque. Ce qui a rendu peut-être aussi la décision bien plus simple parce que personne dépendait de moi, je dépendais de personne. Donc la décision, j'avais pas à en discuter avec quelqu'un d'autre. C'était moi et moi-même. Ce qui est peut-être différent quand tu as une situation familiale, des bouches à nourrir, qu'on dépend de toi et que ces décisions-là, il faut les négocier, peut-être avec ton ou ta partenaire. Moi, j'étais tout seul. Donc au final, je me suis convaincu moi-même. Donc c'était plus simple. Ouais, mais c'est marrant cette histoire de famille parce que moi je peux avoir des gens qui me disent, «Bah, j'étais tout seul, c'était plus facile», mais des fois j'ai des gens tout seuls qui me disent: «Mais c'est plus dur parce que je peux compter que sur moi, du coup je peux pas encore moins prendre de risques parce que j'ai personne pour me soutenir». Donc c'est vraiment une question de point de vue sur les choses, quoi. Ouais, c'est très personnel. Mmh. Comment tu les as trouvés tes premiers athlètes? Parce que tu dis donc, ouais, prospection dans le dur, des emails, c'est Dans le ça? dur, ouais. Ouais. Vraiment dans le dur. Alors, comme je te disais, moi, je suis parti de zéro. Et je pense que ce que je veux dire, ça peut aussi en faire profiter ceux qui vont écouter et ceux qui veulent entreprendre. Je partais de zéro. Je viens pas du monde du sport de haut niveau. Je viens pas du monde non plus d'un métier de la santé, sophrologue, hypnose, etc. Et aujourd'hui, à l'avenir, je pense que ça va changer. Mais aujourd'hui, la plupart des préparateurs mentaux dans le sport, ils viennent soit du sport de haut niveau, donc ils ont déjà, ils sont dans cette bulle, ils ont déjà un réseau, ou ils viennent de ces métiers de la santé mentale, donc ils ont déjà de la clientèle, ils connaissent un petit peu, ils ont beaucoup de bases théoriques, pratiques, et ensuite ils se forment.
Moi, je partais de rien. Donc, à ce moment-là, il faut se concentrer sur ce que tu as. Et donc, et c'est ça aussi un des signes souvent des personnes qui arrivent à être très résilientes. Ça veut dire qu'elles vont pas diminuer le négatif. Il existe, il est là. Elles vont pas diminuer ce qu'elles n'ont pas, l'inconfort, le négatif, c'est là. Mais j'ai décidé de me concentrer sur moi, mes points forts, ce que j'avais. Mes points forts, c'est une carrière une jeune carrière, hein, une jeune carrière dans le monde commercial. Donc moi, je sais prospecter, je sais vendre. Moi, j'ai coaché, j'ai managé, j'ai appris à des gens à comment vendre, à comment se prospecter, par rapport à quel client. Donc évidemment, moi, je savais ça. Je sais prospecter, je sais faire l'effort. Avoir des noms, ça m'est égal. Avoir pas de réponse, ça m'est égal. C'est pas grave. Demain, je recommence. Donc évidemment, moi, c'est ce que j'avais. J'avais ça. J'ai évidemment les langues, puisque je suis trilingue, anglais, français, espagnol. J'ai vécu dans plusieurs pays, donc j'ai ce côté international. Au final, ça fait beaucoup. Donc j'ai beaucoup de choses. Et puis évidemment mes qualités intrinsèques, confiance en soi, curiosité, et cetera. Donc évidemment, j'ai fait un plan et je me suis dit: «Voilà, il va falloir que je me mette sur, Instagram, que, je crée du contenu et que je prospecte». Donc je prospecte quasiment de moins en moins puisque j'ai de plus en plus d'athlètes, mais j'ai énormément prospecté sur Instagram, envoyer des messages à des athlètes, LinkedIn un petit peu parce qu'il y a de plus en plus d'athlètes sur LinkedIn pour trouver des sponsors. Donc voilà, beaucoup d'efforts de prospection et de networking, ouais, vraiment. Mmh. C'était qui le premier athlète que tu as signé? Est-ce que tu peux partager? Alors les tout premiers, c'est, connaissance de connaissance de connaissance. Les 3 premiers, le premier que j'ai eu, c'est, un joueur de, football paralympique, de l'équipe des États-Unis, donc football paralympique de l'équipe des États-Unis. J'avais un joueur de football américain, espagnol, professionnel, contact de contact. Ça, c'était les tout premiers. Et ensuite, que moi j'ai trouvé sur LinkedIn, un trailer. Il était trailer en équipe de France. Ça, c'était les tout premiers. Et ensuite, le plus grand athlète que j'ai signé en premier, c'était, on travaille toujours ensemble, une athlète canadienne, 400 mètres, donc athlétisme, qui elle s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques. Elle a fait finale olympique au relais 4x400. Donc ça, c'était une première quand même grande fierté et réussite de travailler avec un athlète. Et on a commencé à travailler où elle n'était pas dans les meilleures dispositions, ni très bien classée dans le ranking des coureuses de 400 mètres dans son pays. Et petit à petit, eh ben, elle s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques. Et ça, c'était le- une grande fierté, une grande première réussite. Ouais. Mmh. Qu'est-ce qui est le Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton métier? Oh, beaucoup de choses, hein. Trop de choses. Je vais essayer d'être succinct, mais déjà, c'est le rôle d'accompagnateur. Moi, j'accompagne des hommes, des femmes, parfois aussi dès l'adolescence. J'ai des athlètes, je travaille avec des athlètes à partir de 13 ans. Je pense que c'est un très bon âge parce que on va mettre des bases. On va pas déconstruire, on va déjà construire. Et déjà, ça, c'est primordial. Donc, moi, j'accompagne ces personnes à mieux comprendre qui ils sont, à mieux accepter qui ils sont, à avoir plus de gratitude envers eux-mêmes. Heu et tu vois, s'entraîner, sur la partie physique, technique, tactique, au final, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui peuvent le faire. Mais une des choses les plus difficiles, c'est vraiment de se sentir bien dans ses baskets. C'est très difficile de se sentir bien dans ses baskets, quelle que soit la situation, quelle que soit la taille de l'événement et quelle que soit la pression autour de toi. Et ça, déjà, ça me plaît énormément, ce métier d'accompagnateur. Ce qui me plaît aussi, c'est d'aider ces athlètes de très haut niveau, parce que les athlètes avec qui je travaille aujourd'hui, dans différents sports, natation, escrime, squash, des cavaliers, ils représentent quasiment tous leur pays. Donc, c'est aussi de
les aider à ce qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. C'est d'avoir cet honneur, cette chance de rajouter ma petite pierre à leur édifice, et leur donner cette force supplémentaire, ce soutien supplémentaire pour qu'ils puissent aller chercher la performance, ce record, cette qualification, parfois cette médaille. Hem et ce qui me plaît aussi, il y a beaucoup de choses qui me plaisent, c'est aussi primordial aussi pour moi, ça c'est vraiment très, très important, d'accompagner ces athlètes à aller chercher leur victoire. Leur victoire et pas non la victoire à tout prix. C'est-à-dire qu'ils aillent chercher la perf, c'est très bien, la performance, le résultat, mais en gardant un équilibre. En gardant un équilibre mental et même physique. Des sacrifices, oui, il faut en faire. Tu peux pas réussir sans faire des sacrifices. Mais il faut pas oublier sur le long terme qu'il est primordial et pour tout le monde, hein, c'est les athlètes, mais c'est toi aussi et moi, hein, d'avoir un équilibre, d'avoir un bien-être mental et du coup, pour eux, arriver en fin de carrière et pas être en fin de carrière sportive et pas être cassé. Parce que si tu es athlète et que tu mets de côté pendant ta carrière ton repos mental, ton estime de soi et que tu dis trop de fois oui, alors que tu aurais dû dire plus non, tu vois, tu vas arriver en fin de carrière, pendant ta carrière ou à la fin, et le premier jour de, de, voilà, de ta vie de post-carrière, tu vas être perdu, tu vas être cassé. Et ça peut avoir vraiment des conséquences terribles si voilà, tu ne fais pas le travail nécessaire. Et puis pour terminer sur cette réponse, évidemment, moi, c'est une sorte de rêve. C'était un rêve de travailler, dans le sport de haut niveau et aujourd'hui, c'est devenu une réalité, c'est devenu un objectif réel, d'accompagner, ces athlètes-là, ouais. Qu'est-ce que tu aimes, moins à l'inverse ou peut-être des choses que tu avais pas soupçonnées? Alors c'est un métier où tu es quand même, tu es assez seul. Heu, c'est vrai que j'ai cette comment moi je fais ce métier-là, je le pratique. Tu vois, je te disais avant l'appel, bah, là, je suis, dans le sud de l'Espagne. Et cette semaine, j'ai fait un call, un appel avec une athlète qui est à Paris, une autre au Canada, une autre au Vietnam, une autre en Espagne, un autre en Irlande. Donc il y a la flexibilité, je peux faire ça d'où je veux. Mais c'est vraiment un métier, finalement, je suis tout seul. Et c'est un métier de l'ombre. Déjà, tu vois, quand un athlète, il a des belles performances, on va très peu parler de son entraîneur. Mais alors, parler de son préparateur mental, mais c'est pas ça que je recherche non plus, mais c'est un métier vraiment de l'ombre. C'est un métier où mon objectif, c'est pas d'être là, à toutes les compétitions. Si je peux y aller, tant mieux. Mais mon objectif, c'est que l'athlète, il puisse être tout seul, en autonomie, gérer ses problèmes, ses challenges, ses moments inconfortables grâce au travail qu'on a fait ensemble et son travail d'entraînement mental. Donc il y a une partie tout seul, ouais, clairement. Et ce qui est difficile aussi, dans mon métier, c'est que, c'est lié aussi au fait que, bah, je pars de zéro. Comment ça se passe justement concrètement avec les athlètes? Est-ce que tu les, donc tu dis que tu travailles énormément à distance, de ce que je comprends. C'est des sessions comme moi je peux faire en coaching? C'est comme enfin, comment ça se passe? Le préparateur mental, en tout cas d'athlètes et athlètes de haut niveau, c'est en anglais, tu vois, on dit, mental coach. Donc il fait partie d'un des coachs de l'athlète. Il fait partie du staff technique de l'athlète. Donc il y a quand même la nécessité d'avoir un travail sur le moyen long terme. Pour avoir un travail de qualité, pour avancer, on parle quand même de sujets comme qui sont complexes, que ça soit la gestion du stress, des émotions, l'estime de soi, la concentration, le dialogue interne, la structure des objectifs et il y en a plein d'autres. On peut pas régler ça en 60 minutes. Donc, hem, donc l'objectif, moi, par exemple, quand je vais travailler avec un athlète, je vais lui dire: «On va déjà travailler 3 mois ensemble». C'est une période de test et pendant ces 3 mois, on va avoir un minimum de 2 sessions par mois. On va se voir toutes les 2 semaines et chaque session, c'est autour d'1 h 15, 1 h 30 max, mais allez, 1 h 15 en moyenne. Et on va se voir 2 fois par mois pendant 3 mois. Évidemment, comme je t'ai dit, mes athlètes, ma particularité, ce qui est différent de la plupart des préparateurs
mentaux français que je connais, les préparateurs mentaux français, ils travaillent qu'avec des athlètes français. Et souvent, un peu de visio, un peu ils les voient, etc. Moi, c'est le contraire. C'est d'abord international, et s'il y a des Français, bon, bah, tant mieux, sinon, il n'y en a pas, c'est pas grave. Euh, et donc, au bout de donc c'est de la visio principalement, et au bout de ces 3 mois, l'athlète, il va décider ce qu'il souhaite continuer avec moi sur tout le reste de la saison. Par exemple, là, j'ai une escrimeuse et une cavalière, eh ben, elles ont décidé de continuer avec moi et on va aller ensemble jusqu'à juillet 2025 pour qu'on soit toute la saison ensemble. C'est un des signes aussi que j'avais à mes tout débuts dans ce métier-là. Bon, j'en suis encore à mes débuts, hein, mais à mes tout débuts, c'est que quand je commençais à travailler avec un athlète, pour l'instant, j'en ai aucun qui a voulu qu'on arrête au bout de 3 mois. Donc ça, c'est quand même un signe, tu vois. C'est des signes qui te disent, ah, ce que tu fais, ça a l'air d'être bon, d'être bien, d'être qualitatif, tu les aides. Euh, donc voilà, c'est un peu l'objectif. Il y a un moment de test, parce que même si toi, tu peux être la meilleure athlète du monde et moi, le meilleur coach du monde, peut-être que ça va pas s'emboîter, hein. Il y a vraiment un travail de long terme, donc il faut que ça matche. Et donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. 3 mois et ensuite sur toute la saison. Et évidemment, l'objectif, là, par exemple, j'ai une athlète, on est ensemble sur la deuxième saison. Donc, c'est de continuer sur moyen long terme. Après, il y a des athlètes, ils ont besoin peut-être de plus de sessions au début, peut-être 3 fois par mois, parce qu'il y a beaucoup de challenges. Après, on prend la décision, on va descendre peut-être à 2 par mois. Voilà un petit peu comment ça marche. Mmh. Est-ce que tu bosses aussi avec le reste de l'équipe, avec l'entraîneur ou les autres personnes du staff? Ouais. Alors d'ailleurs, pour répondre par rapport à ce sujet-là, la plupart de mes clients, c'est des athlètes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport aussi à mon expérience en entreprise, ça m'est arrivé déjà de faire des formations aussi en entreprise par rapport à la performance via la préparation mentale et la santé mentale. C'est un sujet qui croît aussi énormément. Donc, par rapport avec qui je travaille, tu vois, je travaille par exemple avec un directeur marketing d'une grosse boîte et c'est un client corporate. Donc, c'est un peu différent. Maintenant, si on revient au sport, moi, je trouve que c'est une très très bonne chose de pouvoir de temps en temps échanger avec le coach de l'athlète, le coach principal. Parce que peut-être que lui ou elle va voir des choses que moi je vois pas. Et moi je vois des choses peut-être que lui ou elle ne voit pas. Après, je le fais toujours en accord avec l'athlète. Parce qu'il y a quand même un souci de confidentialité. Tout ce que l'athlète va me raconter, moi je le garde pour moi. Mais par contre, je vais expliquer à l'athlète, voilà, j'aimerais bien échanger là-dessus avec ton coach et qu'on se voit tous les 3 mois parce que l'objectif, c'est qu'on travaille pour toi, pour ta performance. Et ensuite, j'ai un peu de tout. J'ai des athlètes qui ne veulent pas parce qu'ils veulent se séparer. J'ai des coachs qui ne veulent pas me parler. Bon, tant pis pour eux. Ils ne veulent pas mélanger. Bon. Et d'autres, oui, ils acceptent qu'on se voit et qu'on échange sur comment progressent les choses sur le terrain et moi avec mon travail, avec l'athlète. Ouais. Mmh. Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui finalement quand tu regardes ton parcours? Bah, je vais pas me cacher, j'en suis très fier. Heu, En général, j'en suis très fier de mon tout premier job. Tu vois, même quand j'ai commencé à travailler chez Google, tu vois, on a cette image d'ailleurs, à Google, c'est impossible, c'est que pour, tous les meilleurs qui ont fait les meilleures écoles du monde, bla 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 bla. Moi, j'ai jamais envoyé un CV à Google. C'est une agence de recrutement, un chasseur de tête qui m'a trouvé, parce que j'avais les langues, j'avais ceci, j'avais cela et tu vois, je devais partir pour un VIE et travailler aux États-Unis et Google m'a contacté pour un contrat de 6 mois et c'était mon premier job chez Google. Donc ça, c'était quand même déjà une fierté et une fierté des parents, je me rappelle et ça finalement, ça s'est échangé en 2 ans. Mais pour revenir sur le plus global, je suis quand même assez fier de ce que j'ai fait et aussi évidemment, par rapport à ma reconversion, je me dis que tout ce que j'ai accompli en partant de rien, zéro, je connaissais personne. En un an et demi, tout ce que j'ai accompli, moi, je trouve ça fantastique. Et moi, je suis persuadé que c'est que le début. Parce que j'y crois à fond. J'ai cette croyance que ça marche, ça va fonctionner, j'y travaille. Et voilà, il faut faire preuve de patience aussi. Et avec de la patience, ben voilà, ça fonctionne déjà et ça va faire que progresser.
Est-ce qu'il y a des athlètes que tu vises? Est-ce que tu t'es fixé des challenges personnels par rapport Ouais, à ça? évidemment. Tu peux pas, Ouais. il faut te mettre des challenges. Et moi, je travaille dans un environnement que de challenge. L'athlète, il est challengé tout le temps. C'est un continuel recommencement. Aujourd'hui, l'athlète, il est champion du monde. Demain, il revient, il faut recommencer. Donc, ouais, j'ai des rêves qui deviennent finalement des objectifs. Euh, En termes d'athlète, alors, un de mes gros objectifs, c'est d'aller à Los Angeles, évidemment, dans 4 ans aux Jeux Olympiques, en accompagnant plusieurs athlètes. Donc déjà les accompagner avant, les accompagner dans leur qualification aux Jeux Olympiques. Et moi, aller aux Jeux Olympiques en tant que préparateur mental de différents athlètes, déjà, ça serait une magnifique étape. Ensuite, j'en ai une autre. Celle-là, c'est de l'incontrôlable. Je ne sais pas quand elle viendra, mais j'y travaille. C'est un jour de pouvoir être préparateur mental et faire partie d'une fédération, d'un pays. Aller dans des compétitions, championnat du monde, Jeux olympiques, avec le petit drapeau là, qu'il soit français ou irlandais. Moi, je suis international, mais, euh, mais c'est un de mes un rêve un objectif, tu vois. Je fais de la visualisation avec mes athlètes, c'est imagerie mentale. Je la fais aussi pour moi. Ce moment-là, je l'ai vu beaucoup. Donc, j'y travaille pour l'atteindre. Ça, c'est les grands objectifs que j'ai, ouais. Mmh. Qui c'est qui te paye aujourd'hui? C'est les athlètes directement ou c'est, Les athlètes. Les athlètes, et ça arrive, j'en ai un ou deux où leur fédération les aide, leur rembourse ce coût-là. Soit c'est dans ce sens-là, soit l'athlète a une sorte de bourse et il va utiliser sa bourse pour me payer. Mais aujourd'hui, c'est que les athlètes 100%. quel conseil alors tu donnes justement à ces jeunes qui te contactent là sur LinkedIn, pour faire pareil? Jeune ou moins jeune, hein. Ça va Ouais, jeune, moins de jeune. 25 à 55, hein. Mmh. Je voulais dire jeune dans le Voilà, ah métier oui, en tout jeune dans cas. le métier. Déjà, alors, déjà par rapport ils me contactent, donc ils sont dans le bon état d'esprit. Mais moi, ce que je conseille, c'est demander conseil au début à ceux qui sont passés par là, qui ont de l'expérience dans ce domaine-là. Demander de l'aide. Demander de l'aide. On a beaucoup de mal parfois à demander de l'aide. Quand on vient à nous, c'est peut-être plus facile d'aider les autres, mais quand nous on a besoin, on ne peut pas faire tout seul. C'est pas possible. Donc, même si on vous répond pas, peut-être la plupart du temps, envoyez des messages aux gens que vous connaissez pas. Parfois, il suffit d'une personne pour tout changer, pour avoir des informations auxquelles ça fait 6 mois, un an que vous les cherchez. Mais cette personne-là, elle vous a répondu, elle a été bienveillante avec vous. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est oser, provoquer le changement, prenez des risques. Posez-vous la question, est-ce que si je ne le fais pas, est-ce que j'aurai des regrets dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Si la réponse, elle est oui, mais faites-le. Vous n'avez pas besoin de quitter toute votre vie, etc. Mais faites-le. Le plus grand regret, tu vois, il y a des études qui ont été faites sur des milliers de personnes, différents pays, et leur plus grand regret, quel que soit leur âge et leur nationalité, c'est vers la fin de leur vie, c'est de ne pas avoir osé au moment où ils pouvaient. Alors faites-le. Et avancez à petits pas, doucement. Mais au moins lancez-vous et écoutez cette petite voix qui vous murmure, vas-y, essaye. Parce qu'on ne veut pas l'écouter, cette voix-là. Et parfois, on n'écoute pas cette voix parce qu'elle ne correspond pas au désir des autres. Elle ne correspond pas à la conscience des autres. Elle ne correspond pas au modèle de réussite des autres, de notre société. Euh, mais moi, c'est moi d'abord. C'est ma conscience, mon désir, en accord avec mon cercle fermé, ma famille, hein. Mais évidemment, voilà. Ça, c'est un des conseils, évidemment, qui est très, très important. Et tu vois, au moins, vous aurez essayé. Tu auras essayé. Même si on se trompe, tu auras tout donné. Tu auras donné toute ton énergie. Et qui sait, dans ce cheminement de l'entrepreneuriat, même si à la fin, on n'atteint pas ce qu'on voulait, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Parce que on s'est levé de la chaise. Euh, et puis,
D'autres conseils que je donnerais, ça c'est très lié à ce que je vois par rapport aux athlètes, parce que moi je les nourris, mais ils me nourrissent beaucoup. C'est très facile d'avoir la volonté au début. C'est une passion, c'est une envie, il y a la volonté. Mais ce qui fait à ce qu'on garde la volonté, c'est aussi cette qualité de résistance. La volonté, je l'ai. Il y a tellement de choses qui peuvent couper ma volonté, casser ma volonté, freiner ma volonté. Et cette résistance, il faut l'avoir tous les jours. C'est résister à mes mots, à moi, à mes distractions internes. C'est résister aux distractions externes, aux commentaires, aux critiques, aux jugements. OK, écoutez ceux qui avoir des rôles modèles, des champions dans le domaine, écoutez-les. Mais ceux qui n'ont pas eu les non, je vais au mot que j'utilise. Ceux qui n'ont pas eu le courage de faire ça et qui jugent, qui critiquent, qui commentent, c'est pas votre problème. C'est ça que vraiment un gros conseil que j'ai, c'est résister. Résister au bruit ambiant, c'est très, très, très difficile. Et ça, c'est beaucoup aussi le signe des grands champions, dans le sport ou ailleurs. Voilà un petit peu les petits conseils que je peux donner avec l'expérience que j'ai. Super, c'est chouette. Merci en tout cas, pour tous ces conseils et pour le partage de ton Merci à toi. expérience. Aujourd'hui, toi, tu dirais que pourquoi tu travailles? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors déjà, dans le métier que je fais aujourd'hui, moi je travaille et je prends du plaisir. C'est ça que j'adore. Tu vois, je peux travailler de 8 heures à minuit. Demain, j'ai envie de recommencer. Hem, mais ça me donne un but, ça me donne, tu vois, une vraie quête, une mission. J'ai, ça me donne une raison, cette raison, d'être actif, un moyen, d'être actif et ça me donne aussi, une raison d'avoir de l'ambition, de rêver. En mes chances et en mes objectifs. Hem et ce que ça m'apporte aussi, ça me fait avancer, ça me fait grandir, je me sens utile et là et dans mon métier, je me sens vraiment utile. Mais vraiment, hein. Je suis un soutien à l'autre et c'est réconfortant, c'est valorisant, et ça me permet de construire mon estime de moi, la compassion que j'ai avec moi-même, la gratitude que j'ai avec moi-même, la fierté que j'ai de moi-même, parce que toutes ces décisions, je les ai prises tout seul, parce que j'ai résisté justement à beaucoup de choses et ça me permet aussi, de mieux me connaître moi-même et de me construire, en tant que personne. Mmh, super. Est-ce que tu as des ressources justement, des livres ou des podcasts qui t'ont aidé toi, sur ton chemin? Il y a un livre que j'ai lu il y a pas longtemps, c'est 2 auteurs, je me souviens que le nom de un, ça s'appelle «Champion dans la tête». C'est de François Ducasse et d'un autre auteur, j'ai oublié, qui travaille d'ailleurs à l'INSEP, «Champion dans la tête». C'est vraiment fantastique. C'est comment, voilà, travailler sur soi, quelles qualités ont les champions, quand j'arrive à être champion dans la tête, quand je m'écarte du chemin de champion. Et vraiment, il te donne une map vraiment, de tout ce qui peut être inclus, tout ce que tu peux travailler. Ça, c'est un livre. J'ai commencé aussi à récemment un livre qui s'appelle, alors en anglais, c'est «Build the life you want». En français, c'est «Les 4 piliers du bonheur». C'est écrit par, Oprah Winfrey et Arthur C. Brooks. En gros, c'est, la science et l'art du bonheur. C'est génial. Ça, c'est en livre et en podcast, moi, j'écoutais beaucoup, un podcast de, Moka.care. C'est, une entreprise ou start-up dans la tech en France qui, travaille sur la santé mentale des collaborateurs en entreprise et ils ont un peu arrêté, mais il y a plein de podcasts où, justement le fondateur, pose des questions à des athlètes de haut niveau, dans le sport, parce que ça me passionne évidemment, sur leur santé mentale, pendant leur carrière et c'est vraiment assez génial quand on s'intéresse à ce domaine-là. Super. Bah, je mettrai toutes les références dans la description de cet épisode. Tu parlais beaucoup de résister justement et peut-être une dernière question, que j'aurais envie de te poser à ce sujet, c'est comment toi ont réagi tes proches? À quoi toi tu as dû résister? Il y a eu un peu de tout, hem,
Il y a eu un peu de tout. Il y a eu 2, je pense, 2, 2 niveaux. Alors évidemment, il y a eu un peu d'incompréhension au début de mes parents parce que forcément, ils sont d'une autre génération. Donc l'idée de quitter un bon boulot, un bon salaire, des bonnes commissions, après avoir fait école préparatoire, école de commerce, Google, machin, ils comprennent pas au début. Ils comprennent pas. Non, parce que du coup, je prends une décision qui ne correspond pas au modèle de réussite que eux ils ont. Parce qu'ils ont quand même cravaché pour en arriver là où ils ont cravaché. Et moi, euh, voilà, je prends une décision qui correspond pas à ce que nous expose la société. Je prends la décision, j'étais là, et je prends une décision de redémarrer à zéro. L'entrepreneuriat, tu redémarres à zéro. Je me mets dans une position où il faudra peut-être, non, il faudra, c'est sûr, attendre un peu plus longtemps avant de m'acheter un appartement, avant d'avoir un bien, avant d'avoir une vie équilibrée. Donc hop, je sors du moule et je sors de ce que les gens font habituellement pour réussir. Mais je les comprends. Quand tu veux le bien, tu veux que tes enfants soient en bonne santé, qu'ils aient assez d'argent, qu'ils achètent un bien, blablabla. Donc je comprends. Mais aussi, évidemment, mes parents, ils m'aiment, donc ils ont très vite compris que, voilà, quand je leur ai expliqué que j'avais envie de faire ce que j'aime, que j'essaie de vivre de ma passion, que j'ai pas envie d'avoir de regrets, ils m'ont très vite soutenu. Ils me soutiennent à fond aujourd'hui, tout comme ma sœur, comme mes amis les plus proches, qui m'ont soutenu dès les premiers instants. Et tu vois, mais j'ai un très très bon ami, dès qu'il connaît les athlètes que j'ai, il suit leurs résultats, il suit ce que je fais. Donc oui, au départ, j'ai dû un peu résister, mais je suis revenu à mon désir à moi, à ma confiance à moi. Mais finalement, aujourd'hui, mes proches me soutiennent à fond et ça fait du bien de se soutenir soutenu. Voilà. Mmh. Mmh. Où est-ce qu'on peut te suivre si on a envie justement de te soutenir Eh bah, aussi? soutenez-moi, ouais. Regardez ce que je fais. Instagram et LinkedIn, je te partagerai évidemment, mais aujourd'hui, c'est mes outils de communication majeurs. Instagram, où j'arrive à connecter avec des athlètes, et tu vois aujourd'hui même certains athlètes, et c'est génial, hein, viennent à moi en me trouvant sur LinkedIn ou Instagram. Donc c'est les plateformes que j'utilise. Ouais. Mmh. Ouais, ça c'est une belle reconnaissance aussi du tout le travail effectué quoi, quand ça vient finalement Ça naturellement, fait du bien. Ouais. à toi et que tu ouais. Un grand merci Benjamin pour tout ton partage et voilà, tous les bons conseils que tu as pu nous partager. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir.